Mon ami, assieds-toi, parce que cette histoire est complètement folle, et à la fin, tu vas pas croire pourquoi j'ai vraiment appris le français. Tout le monde pense que c'est une belle histoire, genre, j'ai toujours rêvé de la France, j'adore la culture, blablabla. Non, pas du tout. La vraie raison est tellement embarrassante que je ne l'ai dite à personne pendant longtemps. Mais aujourd'hui, je vais tout te dire, et je pense que tu vas beaucoup rire de moi, et c'est normal, parce que moi aussi, je ris de moi-même. Avant de continuer, dis-moi une chose dans les commentaires. Depuis quel pays regardes-tu cette vidéo? Par exemple, est-ce que tu es au Canada? Ou peut-être en Belgique? Moi, je suis curieuse, parce que je sais que des gens du monde entier apprennent le français, et j'aimerais savoir d'où vient mon ami qui me regarde maintenant. Bon, alors, revenons à l'histoire. Il y a environ 2 ans, j'étais une jeune femme américaine tout à fait normale. Je travaillais dans un bureau, je buvais trop de café, et honnêtement, je n'avais aucun intérêt particulier pour les langues étrangères. Au lycée, j'avais étudié l'espagnol pendant 2 ans, et je me souviens que de 3 mots, hola, gracia, et bano. C'est tout. Donc, ce n'est pas comme si j'étais une personne naturellement douée pour les langues. Je veux que tu comprennes ça dès le début, parce que c'est important pour le reste de l'histoire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'une femme qui ne s'intéressait pas aux langues a soudainement décidé d'apprendre le français, et en plus, de parler presque couramment en seulement 6 mois? La réponse commence avec une personne que je vais appeler, simplement, ma colocataire. Ma colocataire et moi, nous vivions ensemble depuis presque 3 ans. Au début, tout allait bien. Nous étions amis, nous regardions des séries ensemble, nous partagions le loyer, la vie normale de 2 jeunes femmes dans une grande ville. Mais à un moment donné, ma colocataire a commencé une relation avec un homme. Et cet homme, mon ami, était français. Maintenant, je dois être honnête avec toi. Au début, je n'avais aucun problème avec ça. J'étais contente pour elle. Mais progressivement, quelque chose a changé dans notre appartement. Cet homme commençait à venir tous les week-ends. Puis, tous les soirs. Et chaque fois qu'il était là, lui et ma colocataire commençaient à parler en français entre eux. Pas tout le temps, mais assez souvent pour que je me sente complètement exclue dans mon propre appartement. Au début, je pensais, d'accord, ce n'est pas grave, il parle une autre langue, ce n'est pas personnel. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Chaque fois qu'ils riaient ensemble en français, ils me regardaient. Juste un petit regard, rapide, mais je le voyais. Et puis ils continuaient à parler en français, et ils riaient encore. Je sais ce que tu penses, mon ami. Tu penses peut-être que j'étais paranoïaque. Et honnêtement, au début, je pensais la même chose de moi-même. Je me disais, arrête, tu imagines des choses, il ne parle probablement pas de toi. Mais un jour, quelque chose s'est passé qui a confirmé tous mes soupçons. C'était un samedi soir. Nous étions tous les 3 dans le salon, et j'avais préparé un dîner, pas un dîner extraordinaire, juste des pâtes, mais j'avais fait un effort. Pendant que je servais les assiettes, ma colocataire et son copain ont commencé à se parler rapidement en français, et j'ai entendu, très clairement, un mot que je connaissais déjà, horrible. Et ensuite,
Ils ont éclaté de rire tous les deux, en me regardant directement. Mon ami, je dois te dire, à ce moment-là, mon cœur s'est arrêté. Je me suis dit, il parle de mes pattes. Il trouve mes pattes horribles, et il rit de moi, juste là, devant moi, en utilisant une langue que je ne comprends pas, pour que je ne puisse pas me défendre. Maintenant, avec le recul, je ne sais toujours pas s'il parlait vraiment de mes pattes. Peut-être que non. Peut-être qu'il parlait d'un film horrible qu'ils avaient vu, ou d'une journée horrible au travail. Je ne le saurai probablement jamais. Mais à ce moment précis, dans mon esprit, c'était confirmé. Ces deux personnes utilisaient le français comme une arme secrète contre moi, et je n'allais pas rester là sans rien faire. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis resté allongé dans mon lit, en regardant le plafond, et j'ai pris une décision qui allait changer ma vie, même si, à ce moment-là, je pensais seulement à la vengeance. Je me suis dit, très bien. Si ces deux-là veulent parler en français pour se moquer de moi, alors moi, je vais apprendre le français. Je vais apprendre suffisamment bien pour comprendre chaque mot qu'ils disent. Et un jour, je vais leur prouver que je comprends tout, et ce jour-là, ce sera moi qui rirai. Je sais, mon ami, je sais. Ce n'est pas une raison noble. Ce n'est pas comme les gens qui disent j'apprends le français parce que j'aime la poésie ou parce que je veux lire de grands écrivains dans leur langue originale. Ma motivation était de l'espionnage domestique pur et simple. Mais je vais te dire quelque chose d'important. Parfois, les mauvaises raisons créent les meilleurs résultats. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec moi. Le lendemain matin, j'étais déterminé. J'ai ouvert mon téléphone, et j'ai téléchargé une application pour apprendre le français. Tu sais probablement laquelle, celle avec le petit oiseau vert, mais bon, je vais pas dire le nom exact, disons simplement l'application avec l'oiseau. Et j'ai commencé immédiatement. Les premières leçons étaient tellement basiques que c'était presque insultant. Je suis une femme. Tu es un homme. Le chat mange une pomme. Mon ami, qui parle comme ça dans la vraie vie. Personne ne dit le chat mange une pomme, sauf dans une application pour débutants. Mais j'ai continué, parce que ma motivation était forte, la vengeance silencieuse contre ma colocataire et son copain français. Pendant la première semaine, j'ai utilisé l'application tous les jours, parfois 30 minutes, parfois 1 heure. Et honnêtement, je commençais déjà à apprendre des choses utiles. Les couleurs, les nombres, les jours de la semaine, les phrases basiques comme « Comment ça va » et « Je voudrais un café ». Rien d'extraordinaire, mais c'était un début. Mais voilà le problème, mon ami. Après 2 semaines avec cette application, je comprenais toujours 0% de ce que ma colocataire et son copain disaient quand ils parlaient rapidement entre eux. 0. Parce qu'ils ne parlaient pas en phrases simples comme le chat mange une pomme. Ils parlaient vite, avec des expressions, avec de l'argot, exactement comme deux personnes qui ont une vraie conversation naturelle. Et moi, avec mes phrases de débutant, j'étais complètement perdu. À ce moment-là, mon ami, je me suis dit, d'accord, l'application avec l'oiseau, c'est bien pour commencer, mais ce n'est pas suffisant. J'avais besoin de quelque chose de plus puissant. Et avant de te raconter ce que j'ai fait ensuite, je voudrais juste rappeler à tout le monde qui regarde maintenant, n'oublie pas de me dire d'où tu viens dans les commentaires. Par exemple, peut-être que tu écoutes ça depuis le Sénégal?
Ou peut-être depuis la Suisse. J'adore vraiment savoir où mon amie se trouve dans le monde pendant qu'elle écoute cette histoire un peu ridicule. Bon, donc, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai décidé que la meilleure méthode pour comprendre le français parlé rapidement, le vrai français, le français des gens normaux, et non celui des applications, c'était de regarder la télévision française. Mais pas n'importe quelle télévision. J'ai spécifiquement choisi un genre que beaucoup de gens trouveraient embarrassant, les émissions de télé-réalité. Oui, mon ami, tu as bien entendu. Pas des films primés, pas des documentaires intellectuels, pas des interviews sérieuses avec des écrivains français. Des émissions de télé-réalité où des jeunes vivent ensemble dans une maison, créent des drames stupides, tombent amoureux, se trahissent, et crient beaucoup. Pourquoi ce choix? Parce que, dans ces émissions, les gens parlent exactement comme dans la vraie vie. Ils utilisent de l'argot, ils parlent vite, ils répètent les mêmes expressions encore et encore quand ils sont en colère ou jaloux. J'ai trouvé une émission, et honnêtement, je suis un peu gênée de l'admettre, mais je suis devenue complètement obsédée. Je regardais des épisodes pendant des heures, avec les sous-titres en français d'abord, pour essayer de connecter le son aux mots écrits. Et progressivement, quelque chose d'intéressant a commencé à se passer dans mon cerveau. Je commençais à reconnaître des phrases répétées. Dans cette émission, il y avait toujours quelqu'un qui disait « Je ne te fais pas confiance » ou « Tu me prends pour une idiote » ou « C'est n'importe quoi ». Et parce que ces phrases apparaissaient dans presque chaque épisode, accompagnées de beaucoup d'émotions et de drames, mon cerveau les a mémorisées extrêmement rapidement. Plus rapidement, honnêtement, que toutes les phrases polies de l'application avec l'oiseau. Mon ami, je dois te dire quelque chose d'important ici. Apprendre une langue à travers le drame et les émotions fortes, c'est incroyablement efficace. Quand quelqu'un crie une phrase avec passion, ton cerveau se dit « D'accord, c'est important, je dois retenir ça ». Mais quand une application te dit calmement le chat mange une pomme, ton cerveau pense « Bon, d'accord » et oublie immédiatement. Après environ un mois de cette méthode bizarre, l'application le matin, la télé-réalité le soir, j'ai décidé qu'il était temps de tester mes nouvelles compétences. Un soir, ma colocataire et son copain étaient dans la cuisine, et ils parlaient en français, comme d'habitude. Et cette fois, au lieu de rester silencieuse et frustrée comme avant, j'ai écouté très attentivement. J'ai entendu le copain de ma colocataire dire quelque chose comme « Elle ne comprend rien de toute façon ». Mon cœur a commencé à battre fort. Est-ce que je venais vraiment de comprendre une phrase complète? Est-ce que c'était possible? J'étais tellement excitée que, sans réfléchir, sans planifier, j'ai dit, en français, avec ma meilleure prononciation, « Je comprends plus que tu ne le penses ». Mon ami, le silence dans cette cuisine était absolument incroyable. Ma colocataire et son copain m'ont regardé avec des yeux énormes, complètement choqués. Et puis, après quelques secondes de silence terrible, le copain a commencé à rire, pas méchamment, mais avec beaucoup d'amusement, et il a dit « Attends, qu'est-ce que tu viens de dire ?» Et c'est là, mon ami, que j'ai réalisé mon premier problème énorme. J'avais mémorisé des phrases de télé-réalité dramatique, mais ma prononciation était tellement mauvaise, tellement étrange, que personne ne pouvait comprendre ce que je disais. J'avais dit ma phrase avec l'accent et l'intonation exacte d'une candidate de télé-réalité hystérique. Apparemment, cela ne correspond pas du tout à la façon dont une vraie personne parle dans une conversation normale.
J'ai essayé de répéter ma phrase, plus lentement cette fois, et finalement, ma colocataire a compris. Et au lieu d'être impressionnée, elle a juste dit « Attends, depuis quand tu apprends le français ?» Et honnêtement, mon ami, je n'étais pas prête à révéler la vraie raison, donc j'ai juste dit quelque chose de vague comme « Oh, je m'y intéresse depuis un moment », ce qui était un mensonge complet. Mais je n'allais certainement pas admettre que j'apprenais le français en secret pour les espionner. Cette nuit-là, dans ma chambre, j'étais à la fois fière et complètement humiliée. Fière parce que j'avais réussi à comprendre et à former une phrase. Humiliée parce que ma première phrase publique en français ressemblait apparemment à celle de quelqu'un qui sortait d'un asile psychiatrique de télé-réalité. Mais tu sais quoi, mon ami? Cette expérience m'a donné quelque chose de très important, la confiance que c'était possible. Si je pouvais comprendre une phrase rapide entre deux locuteurs natifs, alors je pouvais probablement apprendre tout le reste aussi. Donc, j'ai continué. Mais cette fois, j'ai décidé d'ajouter une nouvelle stratégie à mon arsenal, parce que je savais que la télé-réalité seule ne suffirait pas pour avoir l'air d'une personne normale, et non d'une candidate dramatique. J'ai décidé de trouver un partenaire d'échange linguistique. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mon ami, un échange linguistique, c'est quand tu trouves quelqu'un qui parle la langue que tu veux apprendre, et en échange, tu l'aides avec ta propre langue. J'ai téléchargé une application spécifiquement pour ça, et j'ai créé un profil. Et presque immédiatement, j'ai reçu un message d'un homme qui disait être français et qui voulait pratiquer son anglais. Nos premières conversations se sont plutôt bien passées. Nous parlions moitié en anglais, moitié en français, et il corrigeait mes erreurs gentiment. Mais après environ 2 semaines, j'ai commencé à remarquer quelque chose d'étrange. Cet homme ne voulait jamais faire d'appel vidéo. Toujours du texte, jamais d'appel. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il avait toujours une excuse différente. Sa caméra était cassée, il était trop fatigué, il avait l'air horrible ce jour-là. Finalement, après environ un mois d'échanges textuels intenses, j'ai insisté pour faire un appel vidéo, parce qu'honnêtement, mon ami, je voulais aussi pratiquer ma compréhension orale, pas seulement ma lecture. Et quand l'appel a enfin commencé, j'ai découvert quelque chose de choquant. Cet homme français de 28 ans était en réalité un adolescent de 16 ans. Il vivait dans un pays complètement différent et utilisait simplement des photos d'un acteur français pour son profil. Mon ami, j'étais tellement choquée que je n'ai même pas su quoi dire, dans aucune langue. J'ai immédiatement terminé l'appel et supprimé l'application. Mais voici la partie ironique. Même si toute cette relation était fausse, j'avais quand même beaucoup appris pendant ce mois de conversation textuelle. J'avais appris des expressions familières, des façons naturelles d'écrire en français, des fautes de frappe courantes, des abréviations. Donc même ma première grande humiliation linguistique avait, d'une certaine façon, un avantage caché. Avant de continuer cette histoire, mon ami, je voudrais encore une fois te demander, d'où regardes-tu cette vidéo aujourd'hui? Peut-être que tu es en Côte d'Ivoire? Ou peut-être que tu regardes ça depuis l'Allemagne, en apprenant le français comme 3e ou 4e langue. J'aime vraiment imaginer toutes les personnes différentes, dans toutes les villes différentes, qui écoutent mon histoire un peu embarrassante en ce moment précis. Bon, revenons à l'histoire. Après l'incident de l'adolescent qui prétendait être un homme français de 28 ans, j'étais un peu découragée.
Mais ma motivation principale, prouver à ma colocataire et son copain que je pouvais comprendre tout ce qu'ils disaient, était toujours aussi forte. Donc, j'ai cherché une nouvelle approche. Cette fois, j'ai pensé, et si je trouvais un travail qui m'oblige à utiliser le français? Je travaillais à cette époque dans le service client pour une grande entreprise, principalement par téléphone et par chat en ligne. Et un jour, complètement par hasard, j'ai découvert que mon entreprise avait aussi des clients internationaux, y compris des clients francophones, et que personne dans mon équipe locale ne parlait bien français. Donc, j'ai fait quelque chose d'audacieux, peut-être même un peu stupide. Je suis allé voir ma superviseure, et je lui ai dit, avec beaucoup plus de confiance que je n'en avais réellement, que je parlais français et que je pouvais aider avec les clients francophones. Mon ami, à ce moment-là, mon niveau de français était probablement suffisant pour commander un café et insulter quelqu'un accidentellement. Mais certainement pas suffisant pour résoudre des problèmes complexes de service client. Mais tu sais ce qu'on dit, il faut parfois sauter avant de savoir si on a un parachute. Ma superviseure était tellement contente d'avoir quelqu'un qui parle français qu'elle m'a immédiatement transféré des appels francophones. Et le premier appel, mon ami, était une catastrophe absolue. Une femme appelait pour se plaindre que sa commande n'était jamais arrivée. Elle parlait rapidement, elle était clairement frustrée, et moi, j'essayais désespérément de comprendre chaque troisième ou quatrième mot et de construire une image générale de son problème dans ma tête. À un moment donné, complètement perdu, j'ai dit la seule phrase dont j'étais absolument sûre. Je suis vraiment désolée pour ce problème. Et la femme a continué à parler, encore plus frustrée, parce qu'apparemment, je n'avais répondu à aucune de ses questions précises. Finalement, après 5 minutes de confusion totale des deux côtés, j'ai dû admettre la vérité. J'ai transféré l'appel à un collègue qui parlait réellement français couramment. Honnêtement, j'ignorais même l'existence de ce collègue dans notre entreprise jusqu'à ce moment précis. Mon ami, l'humiliation que j'ai sentie après cet appel était immense. Mais en même temps, quelque chose d'autre s'est passé. J'étais en colère contre moi-même, oui, mais cette colère s'est transformée en une détermination encore plus forte. Cette nuit-là, je me suis assise avec mon ordinateur, et j'ai pris une décision importante. Je ne pouvais plus continuer avec des méthodes aléatoires et un peu ridicules. J'avais besoin de structure. Donc, j'ai créé ce que j'appelais, dans ma tête, mon système d'immersion totale. Voici en quoi consistait ce système, mon ami, et je pense que certaines parties vont te sembler complètement folles. Premièrement, j'ai changé la langue de mon téléphone en français. Toutes les notifications, tous les menus, absolument tout. Pendant les premiers jours, c'était horriblement frustrant, parce que je ne savais même pas comment retourner aux paramètres normaux si j'en avais besoin. Mais après une semaine, je naviguais mon téléphone sans même réfléchir au fait qu'il n'était plus en anglais. Deuxièmement, j'ai commencé à tenir un journal, mais uniquement en français. Chaque soir, j'écrivais environ une demi-page sur ma journée, mes pensées, mes frustrations avec ma colocataire, tout. Au début, mes phrases étaient extrêmement simples et pleines d'erreurs, mais avec le temps, elles sont devenues plus naturelles, plus complexes. Troisièmement, et celle-ci est peut-être la plus étrange de toutes, j'ai commencé à parler à mon chat exclusivement en français. Mon ami, je sais que ça semble ridicule, mais écoute-moi. Parler à un chat, c'est parfait pour pratiquer une langue, parce qu'il n'y a aucune pression sociale, aucun jugement.
et tu peux répéter les mêmes phrases simples encore et encore sans gêne. Tu as faim? Tu veux sortir? Tu es une créature stupide, mais je t'aime quand même. Mon chat ne comprenait absolument rien, bien sûr, mais moi, je pratiquais constamment, sans même m'en rendre compte. Quatrièmement, j'ai trouvé un groupe de conversation en français qui se réunissait virtuellement chaque semaine, organisé par des bénévoles pour les apprenants à différents niveaux. Et c'est ici, mon ami, que les choses ont vraiment commencé à changer pour moi, pas seulement linguistiquement, mais aussi émotionnellement. Dans ce groupe, il y avait des gens venus du monde entier, des étudiants, des professionnels, des retraités, tous unis par cet objectif commun d'apprendre le français pour des raisons très différentes. Une femme apprenait parce qu'elle voulait lire des poèmes dans leur langue originale. Un homme apprenait parce qu'il voulait éventuellement déménager pour le travail. Une adolescente apprenait simplement parce qu'elle trouvait la langue belle. Et moi, assise dans ce groupe, écoutant toutes ces raisons sincères et touchantes, je me suis sentie, pour la première fois, un peu honteuse de ma propre motivation. Ils apprenaient par amour, par curiosité, par ambition. Moi, j'apprenais par jalousie et par désir de vengeance contre ma colocataire. Mais voici la partie surprenante, mon ami. Même si ma raison initiale était petite et un peu mesquine, le processus lui-même a commencé à me transformer. Semaine après semaine, dans ce groupe, je commençais réellement à aimer la langue elle-même, séparément de ma motivation originale. J'aimais la façon dont certains mots sonnaient. J'aimais la logique étrange de la grammaire, même quand elle me frustrait. J'aimais le sentiment de pouvoir, lentement mais sûrement, exprimer des pensées de plus en plus complexes dans une langue qui, quelques mois auparavant, m'était complètement étrangère. Mon ami, avant que je continue avec la partie de l'histoire qui, je pense, va vraiment te faire rire, laisse-moi te demander encore une fois, où es-tu en ce moment? Es-tu peut-être en train d'écouter ça depuis le Maroc, en faisant la cuisine? Ou peut-être depuis le Vietnam, dans un café, en pratiquant ton français pendant une pause? Dis-le-moi dans les commentaires, parce que j'adore vraiment voir la diversité des endroits d'où vient mon ami qui regarde. Bon, donc, après environ 3 mois de ce système d'immersion totale, le téléphone en français, le journal, les conversations avec mon chat, les sessions de groupe hebdomadaires, mon niveau s'était beaucoup amélioré. Je pouvais maintenant suivre des conversations normales à vitesse modérée, je pouvais lire des articles simples sans utiliser de dictionnaire pour chaque mot. Et je pouvais même tenir une conversation basique avec quelqu'un, à condition qu'il parle un peu lentement. Mais voici le problème, mon ami, je n'avais toujours pas testé mes compétences directement contre ma colocataire et son copain, dans une vraie conversation rapide et naturelle, sans préparation. Et une partie de moi avait peur de le faire, parce que je savais que si j'échouais encore, l'humiliation serait encore plus grande, vu tout le temps que j'avais investi. Puis, un soir, l'opportunité parfaite ou plutôt, la catastrophe parfaite s'est présentée. Ma colocataire organisait une petite fête dans notre appartement pour célébrer son anniversaire, et elle avait invité plusieurs amis de son copain, des gens français qui vivaient dans la même ville. Mon ami, imagine la scène. Notre petit salon, rempli de 5 ou 6 personnes françaises, qui parlaient toutes rapidement entre elles, riaient, faisaient des blagues que je ne comprenais qu'à moitié. Au début de la soirée, je suis restée silencieuse, écoutant attentivement, essayant de tout absorber. Et progressivement, je me suis rendu compte de quelque chose d'extraordinaire. Je comprenais. Pas tout, certainement pas chaque mot, mais l'essentiel de presque toutes les conversations.
Je comprenais quand ils parlaient de leur travail, quand ils se moquaient gentiment d'un ami absent, quand ils discutaient de leurs projets vacances. À un moment donné, l'un des amis du copain de ma colocataire, un homme assez direct, m'a regardé. Il a dit, en français, à mi-voix à son ami à côté de lui. Je me demande si la colocataire comprend quoi que ce soit de ce qu'on dit. Et son ami a répondu, je ne pense pas, elle a l'air complètement perdue depuis le début. Mon ami, ce moment était exactement comme celui avec ma colocataire des mois plus tôt, mais cette fois, j'étais prête. J'ai posé mon verre, j'ai regardé directement l'homme qui avait parlé. Et j'ai dit, calmement, en français, avec une prononciation que j'avais pratiquée pendant des mois, en fait, je comprends absolument tout ce que vous dites depuis le début de la soirée, y compris ça. Le silence dans le salon, mon ami, était encore plus profond que la première fois. Tout le monde s'est tourné pour me regarder. Ma colocataire avait littéralement la bouche ouverte. Et puis, après quelques secondes de silence absolu, quelque chose d'inattendu s'est passé. Tout le monde a commencé à applaudir et à rire, pas de moi avec moquerie. C'était avec une admiration sincère et beaucoup de surprise joyeuse. L'homme qui avait fait le commentaire initial s'est excusé immédiatement, un peu gêné. Il a dit qu'il était impressionné. Parce que ma prononciation et ma grammaire étaient bien meilleures que ce qu'il attendait de quelqu'un qui, apparemment, n'avait jamais officiellement étudié le français auparavant. Et c'est à ce moment précis, mon ami, que ma colocataire m'a demandé, avec des yeux pleins de curiosité et de confusion, « Mais attends, depuis quand exactement tu apprends le français, et pourquoi ?» Et voici, mon ami, le moment de vérité de toute cette histoire. J'avais deux choix. Je pouvais mentir encore une fois, inventer une excuse vague comme avant. Ou je pouvais dire la vérité complète et un peu embarrassante. J'ai choisi la vérité. Devant tout le monde, dans ce salon, j'ai expliqué toute l'histoire. Comment je m'étais sentie exclue et même un peu paranoïaque quand elle et son copain parlaient français devant moi. Comment j'avais interprété leur rire comme des moqueries dirigées contre moi et mes pattes. Et comment j'avais décidé, presque comme une vengeance personnelle, d'apprendre cette langue juste pour pouvoir un jour comprendre exactement ce qu'ils disaient. Mon ami, après mon explication, il y a eu un moment de silence, et puis tout le monde, absolument tout le monde dans la pièce, a explosé de rire. Pas un rire méchant, mais un rire incrédule et affectueux. Le copain de ma colocataire a immédiatement levé les mains et a dit qu'il était presque certain qu'il n'avait jamais, en réalité, parlé de mes pattes ce soir-là. Mais il ne pouvait pas se souvenir exactement de quoi il parlait à ce moment précis, parce que c'était il y a des mois. Ma colocataire, en riant encore, a admis quelque chose d'important. Elle savait que parler français devant moi pouvait sembler exclusif. Et elle s'excusait sincèrement de ne pas avoir réalisé à quel point ça m'avait dérangé. Mais elle a aussi dit, avec beaucoup d'affection dans la voix, que c'était probablement la motivation la plus ridicule et la plus géniale qu'elle ait jamais entendue pour apprendre une langue entière en quelques mois. Cette nuit-là, mon ami, après le départ de tous les invités, ma colocataire et moi avons une longue conversation, en anglais cette fois, sur tout ce qui s'était passé. Et j'ai réalisé quelque chose d'important pendant cette conversation. La solitude et la jalousie que j'avais ressenties ne concernaient pas seulement la langue française. C'était le sentiment d'être exclu d'une partie importante de la vie de mon ami. Je me sentais comme une étrangère dans ma propre maison. J'avais l'impression de regarder la vie des autres de l'extérieur sans pouvoir vraiment participer.
Mais voici la partie magnifiquement ironique de toute cette histoire, mon ami. En essayant de résoudre ce sentiment d'exclusion par la colère et la vengeance, j'avais accidentellement créé quelque chose de complètement différent et bien plus précieux. J'avais développé une compétence réelle, une nouvelle façon de voir le monde, et honnêtement, une nouvelle partie de ma propre identité. Mon ami, avant de continuer, je dois absolument te demander encore une fois, d'où viens-tu? Peut-être que tu regardes ça depuis le Liban, en buvant un café le matin? Ou peut-être depuis l'Australie, tard le soir, parce que les fuseaux horaires sont vraiment compliqués. J'aime tellement lire tous vos pays dans les commentaires, alors n'oublie pas de me le dire. Donc, après cette soirée révélatrice, quelque chose a changé fondamentalement dans ma relation avec le français. Avant, c'était une arme secrète, un outil de vengeance silencieuse. Maintenant, c'était devenu quelque chose de partagé, quelque chose dont je pouvais parler ouvertement, et honnêtement, mon ami, quelque chose dont j'étais maintenant fier au lieu d'avoir honte. Le copain de ma colocataire est devenu, de manière complètement inattendue, l'une de mes plus grandes ressources pour continuer à progresser. Pourtant, j'avais été secrètement jalouse de lui et même un peu méfiante pendant des mois. Une fois que la vérité était sortie, il a commencé à me parler directement en français pendant les dîners. Il corrigeait mes erreurs avec patience. Il m'envoyait même des articles ou des vidéos qu'il pensait que j'apprécierais. Je me souviens d'une conversation en particulier, environ un mois après cette fameuse soirée, où il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué. Il a dit en français, bien sûr. Il m'a dit, tu sais, beaucoup de gens commencent à apprendre une langue pour des raisons compliquées, parfois même un peu tristes, mais ce qui compte, c'est ce que tu fais avec cette langue après. Et toi, tu en as fait quelque chose de beau. Mon ami, j'ai dû me retenir de pleurer un peu, parce que venant de la personne envers qui j'avais été si méfiante au début, ces mots avaient une signification particulière. À partir de ce moment, environ au milieu de cette aventure de 6 mois, j'ai décidé d'intensifier encore mes efforts. Mais cette fois avec une attitude complètement différente, la curiosité et le plaisir, plutôt que la compétition et la vengeance. J'ai commencé à explorer des aspects de la langue et de la culture que je n'avais jamais considérés auparavant. Par exemple, j'ai découvert la musique francophone. Avant, je n'avais jamais écouté de chansons en français, parce que, honnêtement, pourquoi l'aurais-je fait? Mais maintenant, j'ai créé des listes de lecture entières. Et je passais des heures à essayer de comprendre les paroles, à chercher les expressions que je ne connaissais pas, à apprendre comment les chanteurs jouaient avec la langue, utilisaient des métaphores, des doubles sens. Mon ami, c'est devenu une de mes activités préférées, conduire en écoutant de la musique française, essayer de chanter en même temps. Ma prononciation chantée était probablement encore pire que ma prononciation parlée. J'ai aussi commencé à lire, lentement au début, des livres simples écrits spécifiquement pour les apprenants. Puis progressivement, des livres destinés aux adolescents, et finalement, vers la fin de mes 6 mois, j'ai réussi à terminer mon premier roman entier écrit pour des adultes francophones natifs. Je me souviens du sentiment incroyable de fierté quand j'ai fermé ce livre après avoir lu la dernière page. Je savais que j'avais compris l'histoire entière, les émotions des personnages et les subtilités de l'intrigue. Je n'avais pas besoin de traduire constamment dans ma tête. Une autre chose que j'ai commencé à faire, et celle-ci, mon ami, va probablement te sembler encore plus étrange que de parler à mon chat. J'ai commencé à penser en français. Pas tout le temps, bien sûr.
Mais de plus en plus souvent, je me suis rendu compte que mes pensées intérieures, mon dialogue intérieur, commençaient spontanément en français. C'était surtout pour des choses simples, comme faire une liste de courses dans ma tête ou me rappeler de faire une tâche. Je me souviens du jour exact où j'ai réalisé que quelque chose avait vraiment changé. J'étais en train de conduire, complètement seule dans ma voiture, et j'ai accidentellement renversé mon café sur mon pantalon à un feu rouge. Et la première chose qui est sortie de ma bouche, instinctivement, sans aucune réflexion, sans aucune traduction mentale, était une exclamation en français, pas en anglais. Mon ami, ce moment peut sembler petit, mais pour moi, c'était énorme. Cela signifiait que le français n'était plus simplement une langue que j'étudiais consciemment. Elle commençait à devenir une partie naturelle et automatique de mon cerveau. Bien sûr, je ne veux pas te donner l'impression que tout était parfait et facile pendant cette période. Il y avait encore beaucoup de moments frustrants. Je me souviens d'un jour particulièrement difficile où j'essayais d'expliquer un concept assez abstrait pendant une de nos sessions de groupe hebdomadaires, et je n'arrivais absolument pas à trouver les mots justes. Je bafouillais, je mélangeais les temps verbaux, et j'utilisais le mauvais genre pour presque chaque nom. Finalement, frustrée, j'ai juste arrêté de parler et j'ai dit, en anglais cette fois, je ne sais pas comment dire ça, désolé. L'une des organisatrices du groupe, une femme très patiente, m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit, tu sais, la fluidité, ce n'est pas l'absence d'erreur. C'est la capacité à continuer à communiquer malgré les erreurs. Mon ami, cette phrase a complètement changé ma perspective sur ce que signifie vraiment être fluide ou courant dans une langue. Je pensais auparavant que la fluidité signifiait la perfection, parler sans aucune erreur, comme un robot programmé parfaitement. Mais en réalité, la fluidité, c'est la confiance de continuer à essayer, de réparer ses propres erreurs en cours de route, de ne jamais s'arrêter complètement juste parce que la phrase n'est pas parfaite. Cette nouvelle façon de penser m'a libéré d'une pression énorme. Au lieu d'avoir peur de faire des erreurs, j'ai commencé à les accepter comme une partie normale et même nécessaire du processus. Et paradoxalement, mon ami, c'est précisément à partir de ce moment que mes progrès se sont accélérés encore plus rapidement, parce que je parlais plus souvent, sans hésitation constante, sans avoir peur du jugement. Il y a une autre histoire de cette période, mon ami, que je n'ai pas encore mentionnée. Et je pense qu'elle mérite d'être racontée, parce qu'elle montre bien à quel point les petites erreurs de langue peuvent créer des situations complètement absurdes. C'était pendant le 4e mois, juste avant la fameuse fête d'anniversaire. J'avais décidé d'essayer de me faire des amis francophones en ligne, pas pour un échange linguistique cette fois, mais simplement pour pratiquer dans des groupes de discussion sur des sujets qui m'intéressaient, comme la cuisine et les voyages. J'ai rejoint un groupe de discussion consacré à la pâtisserie. J'avais commencé, pendant cette période, à essayer de préparer des desserts français en suivant des recettes uniquement français, comme exercice supplémentaire. Et un jour, j'ai voulu partager une photo d'un gâteau que j'avais préparé, avec un petit message expliquant que j'étais fière du résultat, même si je n'étais qu'une débutante en français. Le problème, mon ami, c'est que je voulais utiliser l'expression pour dire que j'avais raté certaines parties de la recette, c'est-à-dire que j'avais fait des erreurs. Mais au lieu d'utiliser le bon mot, j'ai confondu deux mots qui se ressemblent un peu. Et j'ai écrit, dans mon message, que mon gâteau avait été un véritable désastre parce que j'avais violé la recette à plusieurs endroits. Évidemment, mon ami, ce que je voulais dire, c'est que je n'avais pas suivi exactement les instructions,
mais le mot que j'avais choisi avait une connotation complètement différente et beaucoup plus dramatique. Les réponses dans ce groupe sont arrivées rapidement. Beaucoup de gens étaient visiblement confus, certains même un peu inquiets. Ils se demandaient pourquoi cet inconnu parlait de violer une recette de gâteau avec un tel niveau d'intensité émotionnelle. Quelqu'un a finalement répondu, gentiment mais avec beaucoup d'amusement évident. Cette personne m'a expliqué poliment que le mot que j'avais utilisé n'était probablement pas celui que je voulais. En français, on dit simplement qu'on a modifié ou qu'on n'a pas respecté une recette, pas qu'on l'a violée. Mon ami, j'étais tellement embarrassée que j'ai immédiatement voulu supprimer mon compte entier et disparaître d'Internet pour toujours. Mais au lieu de ça, j'ai pris une grande respiration. Et j'ai répondu avec humour, en expliquant que j'apprenais encore le français et que, clairement, j'avais encore beaucoup à apprendre concernant le vocabulaire approprié pour la pâtisserie. Et à ma grande surprise, au lieu de se moquer méchamment de moi, plusieurs membres de ce groupe ont commencé à m'envoyer des messages encourageants. Ils partageaient leur propre histoire d'erreurs embarrassantes qu'ils avaient faites en apprenant d'autres langues. Une femme du groupe, en particulier, est devenue quelqu'un avec qui j'ai continué à parler régulièrement pendant le reste de mes 6 mois d'apprentissage. Elle vivait dans un pays différent du mien, parlait français comme langue maternelle, mais avait elle-même appris l'anglais en faisant énormément d'erreurs similaires au début. Elle m'a dit un jour quelque chose qui m'a beaucoup aidé psychologiquement. Elle m'a dit, les erreurs les plus embarrassantes sont souvent celles dont on se souvient le plus longtemps, et donc, ironiquement, ce sont elles qui nous aident le plus à ne jamais refaire la même erreur 2 fois. Et elle avait complètement raison, mon ami. Je n'ai plus jamais confondu ces 2 mots après cet incident. Chaque fois que je pensais à cette recette de gâteau, je me souvenais immédiatement de cette différence importante de vocabulaire, gravée dans ma mémoire par l'embarras pur et simple. Cette expérience m'a aussi appris quelque chose d'important sur la communauté des apprenants de langue en général. La plupart des gens qui parlent une langue depuis leur naissance sont en réalité incroyablement patients et encourageants envers les débutants. Ils le sont même quand ces débutants font des efforts sincères qui produisent des résultats accidentellement hilarants. Cette petite communauté de pâtisserie en ligne est aussi devenue, sans que je le prévoie au début, une source supplémentaire de pratique constante pendant le reste de mon parcours. Je partageais régulièrement mes tentatives culinaires, parfois réussies, parfois catastrophiques. Et chaque publication devenait une occasion supplémentaire d'écrire en français. Elle me permettait de recevoir des corrections amicales. Elle m'aidait aussi à construire progressivement ma confiance dans l'écriture informelle et naturelle, loin des phrases robotiques de mes débuts avec l'application avec l'oiseau. Mon ami, je raconte cette histoire précise du gâteau violet parce que je pense qu'elle illustre parfaitement un thème qui traverse toute cette aventure de 6 mois. Presque chaque étape importante de mon progrès est née directement d'un moment d'embarras ou d'échec. La cuisine avec ma colocataire et son copain, l'appel professionnel catastrophique, l'adolescent qui prétendait être un homme français, et maintenant cette histoire de pâtisserie. Si j'avais eu peur de faire des erreurs, si j'avais évité chaque situation qui risquait de m'humilier, je n'aurais probablement jamais progressé aussi rapidement. Ce sont précisément ces moments inconfortables qui ont créé les souvenirs les plus durables et les leçons les plus profondes. Mon ami, on approche de la fin de cette histoire, mais avant ça, dis-moi encore une fois, regardes-tu peut-être ça depuis l'Égypte en attendant le bus? Ou depuis la Nouvelle-Zélande, où il fait peut-être déjà nuit alors que pour moi, c'est encore le matin? Sincèrement,
ça me fascine toujours de penser à combien de fuseaux horaires différents existent entre toutes les personnes qui écoutent cette histoire en ce moment. Bon, donc, vers la fin de mes 6 mois, environ au 5e mois pour être précise, le copain de ma colocataire a proposé quelque chose qui m'a à la fois excitée et terrifiée. Un voyage. Sa famille organisait une grande réunion dans son pays d'origine. Et il a invité ma colocataire. À ma grande surprise, il m'a aussi invité à venir. Il a dit que ce serait l'occasion parfaite pour pratiquer mon français dans un environnement complètement authentique, avec sa famille entière. Presque personne dans sa famille ne parlait anglais. Mon ami, j'étais tellement nerveuse. Toutes mes pratiques précédentes, l'application, la télé-réalité, le groupe de conversation, même la fête avec les amis de son copain, tout ça se passait dans des environnements relativement contrôlés. Mais une réunion de famille entière, avec des grands-parents, des oncles, des tantes, des cousins de tous âges, qui parlaient tous rapidement entre eux pendant des heures, sans aucune pause pour les débutants comme moi, c'était complètement différent. Les premiers jours du voyage, mon ami, je dois être honnête, j'étais épuisée mentalement chaque soir. Imagine que ton cerveau doit traduire et comprendre activement chaque conversation pendant des heures, sans interruption. C'est comme faire un exercice mental intense en continu. Le premier soir, après le dîner avec environ 15 membres de la famille, je suis allée me coucher tellement fatiguée que je me suis endormie presque instantanément, même s'il était encore relativement tôt. Mais progressivement, jour après jour, quelque chose d'incroyable a commencé à se produire. Mon cerveau s'adaptait. Je devenais plus rapide pour comprendre, plus rapide pour répondre, et surtout, je commençais à comprendre non seulement les mots, mais aussi l'humour, les petites références familiales, les blagues spécifiques qui circulaient entre les membres de cette famille depuis des années. Il y a eu un moment particulier, vers le 4e jour du voyage, qui, je pense, résume parfaitement toute cette aventure de 6 mois. Nous étions tous assis autour d'une grande table, après un repas. Et le grand-père de la famille, un homme âgé avec un sens de l'humour très sec, a raconté une longue histoire compliquée. L'histoire parlait d'un incident qui s'était passé des années auparavant. Elle impliquait un voisin, une chèvre, et apparemment un malentendu hilarant sur la propriété d'un jardin. Mon ami, cette histoire était longue, pleine de détails, racontée avec un accent régional assez fort et beaucoup d'expressions idiomatiques que je n'avais jamais entendues auparavant. Et pourtant, à la fin de l'histoire, tout le monde a éclaté de rire à la chute finale. J'ai alors réalisé, avec un choc immense de joie, que moi aussi, j'avais ri exactement au bon moment. Je n'avais besoin de personne pour me traduire ou m'expliquer la blague après coup. Le grand-père, remarquant ma réaction, m'a regardé avec surprise et a dit « Attends, tu as vraiment compris toute cette histoire ?» Et j'ai répondu, en français, avec une confiance que je n'aurais jamais imaginé avoir 6 mois plus tôt. J'ai dit « Oui, et honnêtement, je pense que la chèvre était complètement innocente dans toute cette histoire, c'était clairement la faute du voisin. » Mon ami, toute la table a explosé de rire encore une fois. Mais cette fois, c'était parce que j'avais fait une blague moi-même, dans une langue qui, il y a 6 mois, m'était complètement étrangère. Ce moment précis est devenu, pour moi, le véritable symbole de tout ce voyage linguistique. J'étais autour de cette table, avec cette famille qui n'était même pas la mienne. J'étais dans un pays où je n'avais jamais mis les pieds avant cette semaine. Pas le moment de la fête où j'avais confronté les amis de ma colocataire,
qui était satisfaisant mais encore lié à ma motivation originale de vengeance. Mais ce moment-ci, purement joyeux, purement connecté aux autres êtres humains, sans aucune trace de compétition ou de rancune. Pendant le reste du voyage, j'ai continué à m'immerger complètement. J'ai aidé à préparer des repas en suivant des instructions uniquement en français. J'ai eu de longues conversations avec la grand-mère sur sa vie, son enfance, ses souvenirs d'une époque complètement différente. J'ai même réussi à négocier, presque entièrement français, avec un vendeur sur un marché local, pour obtenir un meilleur prix sur un cadeau que je voulais ramener chez moi. Et le dernier soir avant notre retour, assis sur un balcon avec ma colocataire, en regardant le coucher du soleil, elle m'a dit quelque chose qui résume parfaitement, je pense, toute cette transformation. Elle m'a dit quelque chose qui résume parfaitement, je pense, toute cette transformation. Elle a dit, tu sais, quand on s'est rencontrés il y a 3 ans, je n'aurais jamais imaginé que tu deviendrais cette personne capable de plaisanter avec mon grand-père dans sa langue maternelle. C'est vraiment incroyable ce que tu as fait en seulement 6 mois. Et j'ai répondu, en riant un peu, que la motivation originale était peut-être un peu ridicule et mesquine. Mais je ne regrettais absolument rien, parce que le résultat final était tellement plus grand que la petite jalousie qui avait tout déclenché. Mon ami, on arrive presque à la fin maintenant, mais je veux demander une dernière fois. D'où viens-tu? Peut-être que tu écoutes ça depuis la Roumanie, en faisant du sport? Ou peut-être depuis les Philippines, en mangeant ton petit déjeuner? Mets ton pays dans les commentaires, parce que j'aimerais vraiment, à la fin de cette vidéo, voir une liste immense de pays différents, et savoir que cette histoire un peu ridicule a voyagé partout dans le monde. Bon, alors, après ce voyage, nous sommes rentrés à la maison. Techniquement, c'était presque exactement le 6e mois depuis cette nuit où j'avais pris ma décision. J'étais alors allongée dans mon lit, frustrée et un peu paranoïaque, décidée à apprendre le français pour des raisons de vengeance personnelle. Et je veux prendre un moment, mon ami, pour vraiment réfléchir à tout ce chemin parcouru, parce que je pense qu'il y a ici des leçons importantes. Toute cette histoire a pourtant commencé d'une manière complètement absurde. La première leçon, je pense, c'est que la motivation initiale n'a pas besoin d'être noble ou inspirante pour produire des résultats réels et durables. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent attendre une raison parfaite, profonde, spirituelle même, avant de commencer à apprendre quelque chose de nouveau. Mais honnêtement, mon ami, ma raison était petite, mesquine, presque embarrassante. Je voulais simplement comprendre ce que 2 personnes disaient pour ne plus me sentir exclue et paranoïaque dans mon propre appartement. Et pourtant, cette motivation, même imparfaite, m'a porté à travers des centaines d'heures de pratique, de frustration, et finalement, de véritables transformations. La deuxième leçon, c'est que les méthodes non conventionnelles fonctionnent souvent mieux que les méthodes traditionnelles, simplement parce qu'elles créent un engagement émotionnel plus fort. Personne ne m'a recommandé de regarder des émissions de télé-réalité dramatiques pour apprendre le français. Personne ne m'a suggéré de parler à mon chat tous les jours. Ce sont des solutions que j'ai inventées moi-même, par nécessité et un peu par désespoir. Et pourtant, ce sont précisément ces méthodes un peu folles qui ont créé les connexions neurologiques les plus fortes et les plus durables dans mon cerveau. La troisième leçon, peut-être la plus importante, concerne cette idée de fluidité dont je t'ai parlé plus tôt. Avant de commencer cette aventure, je pensais que devenir fluide dans une langue, c'était comme atteindre une destination finale, une sorte de ligne d'arrivée après laquelle on ne fait plus jamais d'erreur. Maintenant, après ces 6 mois,
je comprends que la fluidité est plutôt un processus continu. C'est une relation évolutive avec une langue. Elle continue de s'approfondir indéfiniment, même après avoir atteint un niveau de communication confortable. Je veux aussi te parler, mon ami, de quelque chose d'inattendu qui s'est passé pendant ces 6 mois. Je n'avais absolument pas prévu cela au début de cette aventure. Ma relation avec ma colocataire est devenue beaucoup plus forte qu'avant. Tu te souviens peut-être qu'au début de cette histoire, je ressentais de la jalousie, de l'exclusion, presque de la rancune envers elle. Mais en apprenant sa nouvelle langue, j'ai fait l'effort de comprendre une partie importante de sa nouvelle relation amoureuse. J'ai accidentellement construit un pont entre nous, au lieu du mur que ma jalousie originale aurait pu créer. Aujourd'hui, mon ami, presque 1 an après le début de cette histoire, je continue à apprendre, bien sûr, parce qu'une langue, ça ne s'arrête jamais vraiment d'évoluer dans notre esprit. Mais maintenant, je me sens véritablement à l'aise dans des conversations rapides et naturelles. Je peux regarder des films sans sous-titres et comprendre la grande majorité des dialogues. Je peux lire des romans entiers sans avoir besoin de chercher constamment des mots dans un dictionnaire. Et peut-être le plus important, je peux maintenant participer pleinement, sans aucune anxiété, aux conversations familiales pendant les dîners. Je peux participer aux blagues, aux débats animés, à tout ce qui constitue la vraie texture d'une langue vivante. Je pense souvent à cette version de moi-même d'il y a 1 an, allongée dans son lit, furieuse et convaincue que 2 personnes se moquaient de ses pattes dans une langue secrète. Cette version de moi ne pouvait absolument pas imaginer où ce moment de colère allait la mener. Vers une nouvelle compétence, vers de nouvelles amitiés, vers une nouvelle compréhension d'une culture entière, et même, d'une certaine manière, vers une version plus confiante et plus courageuse d'elle-même. Mon ami, si je devais résumer toute cette aventure en une seule phrase, je dirais probablement quelque chose comme ceci. Parfois, les portes les plus importantes de notre vie s'ouvrent à cause des raisons les plus petites et les plus ridicules. Et ce qui compte vraiment, ce n'est pas pourquoi on commence quelque chose, mais ce qu'on choisit de faire une fois qu'on a commencé. Maintenant, je sais que beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo apprennent aussi le français pour toutes sortes de raisons différentes. Certaines sont nobles, certaines sont pratiques, et peut-être, comme moi, certaines sont un peu absurdes et personnelles. Et je voudrais te dire, mon ami, peu importe ta raison pour apprendre cette langue, ou n'importe quelle langue d'ailleurs, cette raison est valide. Elle est valide même si elle te semble petite, même si elle te semble embarrassante, même si tu n'oserais jamais la dire à voix haute devant d'autres personnes. Voici la vérité, mon ami, ta motivation, peu importe d'où elle vient, peut devenir le carburant pour quelque chose d'absolument extraordinaire. La langue elle-même ne juge pas pourquoi tu l'apprends. Elle s'ouvre simplement à toi, petit à petit, mot par mot, conversation par conversation. Peu importe si tu as commencé par amour, par curiosité ou par nécessité professionnelle. Ou, comme dans mon cas, par une jalousie un peu ridicule envers une colocataire et son copain qui chuchotaient en mangeant des pâtes. Avant de terminer complètement cette histoire, mon ami, je veux faire quelque chose d'un peu différent. Je veux te donner une image plus claire, mois par mois, de comment cette transformation s'est réellement déroulée. Je sais que certaines personnes qui regardent cette vidéo apprennent peut-être le français elles-mêmes. Et je pense que voir la progression réelle, avec toutes ses imperfections, peut être plus utile qu'un résumé général et vague. Pendant le premier mois, comme je te l'ai dit, j'utilisais principalement l'application avec l'oiseau,
environ 30 minutes par jour. Et je commençais à regarder les premières émissions de télé-réalité avec des sous-titres en français. Mon vocabulaire à la fin de ce premier mois était probablement composé de quelques centaines de mots, principalement liés aux objets de tous les jours, aux couleurs, aux nombres, et à des phrases extrêmement basiques. Ma grammaire était un désastre complet. Je confondais constamment le masculin et le féminin, j'oubliais systématiquement de conjuguer correctement les verbes. Et ma prononciation, comme tu le sais déjà grâce à l'incident dans la cuisine, ressemblait à une parodie dramatique plutôt qu'à un vrai discours humain. Pendant le deuxième mois, j'ai ajouté l'échange linguistique textuel, celui qui s'est terminé par la révélation embarrassante de l'adolescent qui prétendait être un homme adulte. Mais malgré cette humiliation, mon vocabulaire et ma compréhension de l'écriture informelle se sont énormément améliorés pendant cette période. J'ai aussi commencé, vers la fin de ce deuxième mois, à essayer de comprendre des chansons simples. À cette époque, je ne comprenais probablement que 20 ou 30% des paroles sans regarder une traduction. Pendant le troisième mois, après l'incident catastrophique de l'appel téléphonique professionnel, j'ai complètement restructuré mon approche. J'ai créé mon système d'immersion totale, le téléphone en français, le journal quotidien, les conversations unilatérales avec mon chat. Et j'ai ajouté le groupe de conversation hebdomadaire. C'est pendant ce mois que j'ai commencé à ressentir, pour la première fois, que je pensais activement en français pendant de courtes périodes. Cela arrivait surtout pendant des tâches simples et répétitives comme faire la vaisselle ou ranger ma chambre. Pendant le quatrième mois, mon vocabulaire avait probablement atteint plusieurs milliers de mots. Plus important encore, je commençais à comprendre intuitivement certaines structures grammaticales sans avoir besoin de les traduire consciemment dans ma tête. C'est aussi pendant ce mois qu'a eu lieu la fameuse fête d'anniversaire de ma colocataire. C'est le moment où j'ai finalement confronté les amis de son copain et révélé toute la vérité embarrassante sur ma motivation originale. Pendant le cinquième mois, après cette révélation libératrice, mes progrès se sont vraiment accélérés. C'était en grande partie parce que je parlais maintenant ouvertement en français avec le copain de ma colocataire presque tous les jours. Je le faisais sans aucune anxiété ni besoin de cacher quoi que ce soit. C'est pendant ce mois que j'ai terminé mon premier roman entier en français, et c'est aussi vers la fin de ce mois que l'invitation pour le voyage familial est arrivée. Et finalement, pendant le sixième mois, il y a eu ce voyage transformateur, avec cette famille entière, le moment de la blague sur la chèvre innocente. Il y a eu aussi toutes ces conversations profondes. Elles m'ont fait réaliser à quel point j'avais progressé depuis cette nuit initiale de colère et de jalousie. Cette nuit-là, j'étais allongée seule dans mon lit, déterminée à comprendre enfin ce que deux personnes chuchotaient dans ma propre cuisine. Mon ami, je sais que cette progression n'a probablement pas été parfaitement linéaire. Il y a eu des semaines où je me sentais incroyablement découragée, où j'avais l'impression de ne faire aucun progrès du tout, où chaque conversation semblait aussi difficile que la précédente. Et il y a eu, à l'inverse, des journées où soudainement, sans avertissement, quelque chose semblait cliquer dans mon cerveau, et je comprenais des choses que je n'aurais jamais pu comprendre la semaine précédente. Je pense que c'est exactement comme ça que fonctionne réellement l'apprentissage d'une langue. Ce n'est pas une ligne droite et constante vers le haut. C'est plutôt comme une série de plateaux frustrants. Ils sont soudainement suivis de bonds inattendus vers l'avant, puis encore par d'autres plateaux. Et un jour, en regardant en arrière, tu réalises à quel point la distance parcourue est énorme.
Chaque jour individuel semblait pourtant souvent stagnant. Je veux aussi mentionner, mon ami, parce que je pense que c'est honnête et important, qu'il y a eu des moments pendant ces 6 mois où j'ai sérieusement pensé à abandonner. Je me souviens d'une nuit particulièrement difficile, vers la fin du 3e mois. J'avais passé des heures à essayer de comprendre un article relativement simple. Malgré tous mes efforts, je continuais à faire des erreurs stupides et répétitives. J'étais tellement frustré que j'ai fermé mon ordinateur. J'ai pensé que je n'étais peut-être simplement pas doué pour les langues. Je devais peut-être juste accepter ma défaite et arrêter cette aventure ridicule. Mais le lendemain matin, quelque chose en moi a refusé d'abandonner, pas seulement à cause de ma motivation originale de vengeance. Mais c'était aussi parce qu'à ce moment-là, environ 3 mois après le début, j'avais déjà investi tellement d'efforts. L'idée d'abandonner me semblait, d'une certaine façon, plus douloureuse que de continuer malgré la difficulté. Et je pense, mon ami, que c'est exactement à ce moment de découragement intense que beaucoup de gens abandonnent réellement leur apprentissage d'une langue. Ils abandonnent juste avant le moment où les choses commencent vraiment à s'améliorer. Alors, si toi aussi, mon ami, tu traverses actuellement une période difficile dans ton propre apprentissage du français, ou de n'importe quelle autre langue, je veux que tu saches une chose. Ce sentiment de stagnation frustrante ne dure pas pour toujours. Continue à pratiquer, même de manière imparfaite, même avec des méthodes un peu ridicules comme parler à ton animal de compagnie ou regarder des émissions dramatiques de télé-réalité. Et un jour, peut-être dans un mois, peut-être dans 6 mois comme dans mon cas, tu te retrouveras autour d'une table avec des inconnus, riant exactement au bon moment d'une blague compliquée. Et tu réaliseras, avec une joie immense, que quelque chose d'extraordinaire s'est produit silencieusement dans ton cerveau pendant tout ce temps. Voilà, mon ami, c'était mon histoire un peu folle et embarrassante sur comment j'ai appris le français en 6 mois, pas par amour de la culture française, pas par ambition professionnelle noble. Mais simplement parce que j'étais convaincue, peut-être à tort, que ma colocataire et son copain se moquaient de mes pattes dans une langue que je ne comprenais pas. Et honnêtement, en regardant en arrière, je ne changerais absolument rien à cette histoire, même la partie embarrassante avec l'adolescent qui prétendait être un homme français. Chaque erreur, chaque humiliation et chaque petit moment de progrès m'a mené exactement là où je suis aujourd'hui. Je suis aujourd'hui une personne capable de vivre, de rire et de plaisanter pleinement dans une deuxième langue. Et tout ça à cause d'un bol de pâtes et d'un peu trop de paranoïa.